Moi j'ai monté la boîte du coup en 2009, Pierre Largeau en 2015, et quand j'ai monté la boîte, j'étais dans une situation financière problématique, partant du postulat de départ que les producteurs sont tous des arnaqueurs, et que finalement pour garder notre intégrité artistique et financière, on allait se produire nous-mêmes. Et ça a été une cata. Donc, on a une ligne éditoriale qui est assez éclectique, avec des films, que ce soit dans leur format ou dans leur cible ou dans leurs esthétiques, qui sont quand même assez différents. Notre rôle, c'est de faire que les œuvres se fassent en fait. Notre vision de production, c'est de le faire dans le respect des visions artistiques, des intentions des cinéastes, des auteurs, des autrices. Toujours de repousser les frontières, et on repousse vachement plus facilement les frontières quand on mêle comme ça les différentes visions. On essaye aujourd'hui de démontrer qu'avec l'animation, on peut raconter beaucoup de choses autrement et à des publics très différents. Miou, ça signifie quoi? Pourquoi? C'est pour eux qui posent pas cette question. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Emmanuel Alain Rénal et Pierre Bossaron du studio Miou. Un studio qui a su se faire un nom avec des projets audacieux et créatifs. Dans cette conversation, Emmanuel Alain et Pierre nous parlent de leur approche auprès des artistes, de comment ils s'organisent pour conserver la vision artistique initiale du projet jusqu'à sa production finale. Ils nous parleront également de l'importance de la coproduction et de leur souhait de continuer à travailler avec des artistes japonais. Nous abordons également des sujets marquants comme Linda veut du poulet, ce film d'animation qui a reçu un César, et de tout plein de projets à venir malgré un contexte industriel en pleine mutation. J'espère que cette conversation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Merci infiniment et je vous souhaite une superbe écoute. Pierre, Emmanuel Alain, bienvenue sur The Anima Show. Merci. Qu'est-ce qu'un film 100% Miou? Il n'y en a pas beaucoup déjà, Non, des 100%. Oui, c'est vrai que vous travaillez souvent en coproduction. Beaucoup de coproduction, Donc il y en a un dernièrement qui est sélectionné, un de nos 3 films à Cannes, qui est 100% Miou, qui est La mort du poisson de Eva Luce Barognon, qui est un court-métrage qui est sélectionné à la quinzaine des cinéastes. Alors ça, c'est du 100% Miou. Ça, c'est un 100% Miou. Alors qu'est-ce qui est un 100% Miou en termes de critères, de choix artistiques, de... Ce qu'on se dit souvent, c'est que... Enfin, moi, je suis toujours assez étonné quand je rencontre des gens qui me disent « Ah, ça m'étonne pas que ça soit un film Miou ». Parce que j'ai l'impression, enfin après on n'est pas objectif, mais qu'on a une ligne éditoriale qui est assez éclectique, avec des films qui sont, que ça soit dans leur format ou dans leur cible ou dans leurs esthétiques, qui sont quand même assez différents. Donc après, qu'est-ce qu'un film 100% Miou? Je dirais que voilà, on met une attention en tout cas, quel que soit le projet et quel que soit son contenu, on va dire, une attention à le produire en respectant les intentions des auteurs et des autrices et en la essayant, vision artistique initiale, d'être au service de cette vision-là, en essayant de donner, ce qui n'est pas toujours évident, les meilleures conditions en tout cas, même si le cinéma est un art du compromis, mais en donnant les meilleures conditions pour que les cinéastes puissent, et les auteurs et autrices en général, puissent créer dans les meilleures conditions. Donc ça c'est le contexte, et puis après sur la forme, on va dire qu'on essaye, et qu'on n'est pas les seuls, il y a d'autres sociétés de production qui le font et qui le font très bien, on essaye de pousser les frontières du cinéma d'animation, qui est un cinéma qui est cantonné depuis un siècle. Enfin, l'animation existe 3 ans avant l'invention des Frères Lumière. C'est vrai. Qui est quand même cantonné pour la plupart des cas à du jeune public ou des œuvres plus de marché, on va dire. On essaye aujourd'hui de démontrer que ces techniques, que ce langage que permet ces techniques peut apporter énormément aux narrations contemporaines, et qu'avec l'animation on peut raconter beaucoup de choses autrement et à des publics très différents. Pierre, tu es complètement aligné avec ça? Oui, absolument. Mais je dirais que, en fait, l'ensemble des films qu'on produit, qu'ils soient juste nous ou avec d'autres, on essaye de faire en sorte qu'il soit 100% Miou, dans le sens où on met tout notre cœur dedans, on y va. En fait, pour nous, le 100% Miou, c'est pas vraiment un critère de part de film, c'est plutôt de s'engager entièrement à 100% dedans. Et on aime beaucoup justement partager la coproduction, parce que ça aide aussi à sortir de ces automatismes, à sortir de
ses visions, d'apporter toujours de nouvelles choses, et ça rebondit vachement sur ce que disait Emmanuel, c'est toujours de repousser les frontières, et on repousse vachement plus facilement les frontières quand on mêle comme ça les différentes visions. Et justement, en termes de mélange d'angles de vue, puisque vous avez coproduit un super film qui est Linda veut du poulet, qui a eu évidemment un super retour du public, de la critique, qui a reçu un César, qui a eu pas mal de distinctions, et donc félicitations pour ce film. Merci. Il a été coproduit avec une boîte italienne, une boîte de production italienne. Il a été coproduit en France. Pardon. Ah oui. Et c'est une coproduction déléguée en France. C'est ça. C'est un cas qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est à la fois une coproduction internationale avec l'Italie, mais aussi une coproduction déléguée en France. Pour le producteur délégué, c'est celui qui signe une cession de droit, donc du coup qui a un lien direct à la création de l'œuvre, puisqu'il a un lien direct au créateur ou à la créatrice, là où un producteur ou une productrice exécutive fabrique le film. Donc le producteur délégué ou la productrice déléguée est là très en amont du projet, soit parce que c'est un projet porté par un auteur ou une autrice et que voilà, on signe ensemble une cession de droit et on le développe ensemble pour le faire exister, soit parce que c'est un projet, ce qu'on appelle plus des projets de producteurs, une envie d'adaptation d'un roman, d'un remake d'un film, je ne sais pas, et du coup on part sur ce projet et on cherche des auteurs ou des autrices qui peuvent l'accompagner. Vous ramenez des auteurs et des autrices pour accompagner le projet. Et alors dans le cas de Linda, c'est un projet qui au départ est un projet porté par un producteur, Marc Hermer, qui est un producteur de prise de vue réelle. Et généralement on se retrouve dans des configs de coproduction déléguée. C'est pas un cas spécifique à Miyu. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer après si tu veux. Mais où, du coup, tu as une association de savoir-faire complémentaires sur un même film. Chacun apporte en fait son savoir-faire. Et là, typiquement, Marc a signé le projet au départ, il l'a développé, on est arrivé assez tôt dans la vision animation, puisqu'on avait fabriqué le pilote. Ah oui. Et après, pour des nécessités à la fois de confort de fabrication, d'entente mutuelle et de financement, on décide de s'associer, mais alors en co-délégué, du coup, on est ensemble. Co-délégué, d'accord. Toi, tu définirais peut-être mieux un peu cette notion de délégué. On partage vraiment la responsabilité de finir le film ensemble. C'est une responsabilité à porter, en fait, de finition, etc. Et du coup, on s'allie pour derrière faire naître... Et Chiara Malta et Sébastien Lauterbach étaient déjà présents sur le projet. Bien sûr, projet qu'ils ont coécrit dès le départ. En tout cas, super, divertissant, qui s'adresse à un public large. En fait, dans l'histoire en elle-même, on retrouve des sujets forts, des sujets un peu plus profonds, on va dire, puis d'autres qui sont vraiment là pour la rigolade. C'est quasiment un film humoristique, au fond. C'est une comédie. C'est une comédie, voilà. Et donc, ça a plu à beaucoup de gens. Et en plus de ça, le style est hyper travaillé, puisqu'il y a ce jeu de couleurs pour chaque personnage, un trait qui n'est pas fini. Enfin, bravo, en tout cas, pour cette œuvre-là. Et c'est intéressant, si on prend l'exemple de Linda, et par rapport à notre réflexion sur comment essayer justement de repousser ces frontières de nos techniques. Linda, c'est un projet qui a enfin on en parle beaucoup aussi parce que Flo, qui a fait un carton interplanétaire, est un peu aussi dans cette même typologie, c'est-à-dire c'est des films de long métrage qui se font avec un budget qui est assez bas. Production indépendante, on dit quoi. De production indépendante, mais après, même dans la production indépendante... oui, des fois, il y a des très gros budgets, tout à fait. Le Sommet des Dieux est je crois qu'il est autour de 8 ou 9 millions, de mémoire. Là, Linda veut du poulet, on est autour de 2,6 millions. Donc, on voit que... Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, aujourd'hui, comme on diversifie les budgets aussi, c'est-à-dire qu'avant, les budgets des films d'animation étaient, là je parle vraiment long métrage, étaient plutôt dans une même enveloppe, et que là, aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, il y a de plus en plus de propositions. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, quand tu dis ce trait n'est pas fini, ça a une influence sur le budget, et ça permet de proposer à un public des esthétiques qui sont différentes. Parce que la contrainte en fait une innovation et un trait particulier. Et du coup, ça crée une vraie singularité à l'œuvre. Alors qu'au départ, quand on montrait les premières images, les réactions pouvaient être... les gens avaient une interrogation sur... En disant, c'est pas terminé, ou alors c'est rough. Est-ce que ça va toucher le public? Est-ce que ça... Est-ce que c'est pas un peu trop radical? Et comment on lève ces interrogations, justement? C'est au fur et à mesure, en avançant, en montrant... Oui, il y a une forme de cohérence du projet qui se dessine. Il y a un scénario qui est au service... Enfin, une création graphique et un scénario qui sont au service vraiment d'une œuvre. Et à travers... c'est un peu là le rôle qu'on a, nous, au moment du financement, de faire en sorte
sorte que cette vision soit limpide, que les intentions soient bien claires, et de montrer que le projet se tient, qu'il a sa place dans l'univers de l'animation, du cinéma en général, qu'on peut le défendre et qu'on peut faire envie, voilà, avec ces propositions-là. Et on trouve souvent des échos quand même, beaucoup de gens qui sont là aussi on est dans un pays qui défend beaucoup la production indépendante, et donc on a cette chance-là d'avoir des lecteurs qui aussi sont un peu en recherche de choses un peu nouvelles. Et d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on arrive à créer des longs métrages, enfin quasiment qu'en France, comme Linda veut du poulet ou Flo, et en se disant ça a un retentissement international, ou en tout cas il y a un public qui va voir ce type de film. Donc ça prend un peu l'exceptionnalité française en quelque sorte aussi, quoi. Ah oui, c'est sûr que sans l'exception culturelle, il faut encore plus dans cette période compliquée la défendre de toutes nos forces. Pour revenir sur le point précédent, je continue le parallèle entre les deux films, Gins et Sébastien Carax. Il y a aussi un travail en amont. Quand tu disais comment on convainc, il y a aussi des œuvres précédentes. Il y a aussi Away d'un côté, il y a aussi Carax Sébastien, c'est un peu plus particulier puisque la partie graphique est portée par Sébastien, donc je vais plutôt parler de son travail, même si le film est vraiment coporté à tout point de vue, et même sur les décisions graphiques. Mais en tout cas, le travail, de la même façon que Gins a proposé une esthétique née d'une contrainte, d'une problématique aussi, et que les deux ont fait un premier film long métrage seul, c'est marrant, dans des esthétiques qui sont hyper différentes. Mais il y a aussi ça, c'est-à-dire pouvoir aussi faire confiance au travail que développe un artiste ou une artiste tout au long de sa carrière, et pouvoir se dire ok. Et c'est là qu'est clé, le rôle clé du producteur, c'est d'identifier ses talents et les aider à aller à la step suivante dans leur création et dans leurs œuvres, quoi. Oui, après, je parlerai même pas forcément de la step suivante, mais plutôt de leur œuvre. En fait, nous, on est au service leur volonté, quoi. Notre rôle, c'est de faire que les œuvres se fassent, en fait. Et nous, effectivement, notre vraie conviction et notre vision de production, c'est de le faire dans le respect des visions artistiques, des intentions des cinéastes, des auteurs, des autrices. Et voilà, donc effectivement, il y a une relation. On essaye toujours de créer des relations de long terme avec les gens avec qui on bosse, de constituer comme ça, année après année, une sorte de famille artistique, on va dire. Et en même temps, chaque œuvre est vraiment différente, chaque œuvre se suffit à elle-même, en fait, entre guillemets. Et donc, on est là pour vraiment les faire éclore du mieux qu'on peut. Votre société, elle a 15-16 ans à peu près. Elle doit aller bientôt sur les 16. Et du coup, alors, Miu, ça signifie quoi? Pourquoi C'est pour lui qui pose pas cette question. Non, mais déjà, on le retient. Hein. C'est étonnant. Bon, déjà, vous faites des super films, donc quand c'est signé Miu, on regarde qui sont les personnes derrière. Mais en plus, ça se retient bien, et puis il y a un côté un peu attachant, en fait. Et donc je me demande, c'est quoi finalement? C'est un peu kawaii, ouais. Ça vient d'où? C'est quoi l'origine de ce nom, et comment vous êtes finalement vous avez décidé de monter cette société? Moi, j'ai monté la boîte du coup en 2009, Pierre m'a rejoint en 2015. Et quand j'ai monté la boîte, j'étais dans une situation financière problématique. Avec une associée, on avait déjà monté une première boîte de prod, on était 4 prod. En animation? Pas en animation. D'accord. 4, alors je vais parler en mon nom pour pas parler des autres quand même, mais 4 réalisateurs, réalisatrices qui avaient décidé de montrer leur boîte de production. Partant du postulat de départ que les producteurs sont tous des arnaqueurs, et que finalement, pour garder notre intégrité artistique et financière, on allait se produire nous-mêmes. Voilà. Et ça a été une cata. En tout cas, moi, ça m'a fait toucher un truc qui était important, dans le parcours. Donc pourquoi monter Miu? Ça m'a fait comprendre de un que j'étais un très mauvais cinéaste, ce qui est quand même une donnée de départ importante quand tu te lances dans une carrière. Non, mais d'avoir ce constat-là, tu vois, de se dire en fait. Je me suis essayé. Par contre, à toucher un peu à une boîte, à ce qu'est une société de production, j'y ai. Pris goût, quoi, en tout cas. Goût, un peu, voilà. En parallèle de ça, il se trouve que je rencontre le responsable de la communication d'Europe Écologie Les Verts. On est en 2009. D'accord. Élection européenne. Il était en mal d'idées, on était un soir au bistrot, on papotait, on buvait des coups, et puis je lui dis faut faire un anime et tout, machin et tout. J'avais touché un peu à l'anime déjà parce que je suis un vieux pote de Simon Rouby qui, je le suivais en parallèle, commençait à faire Gobelin, commençait à bosser sur Adama, tout ça. Et je lui dis faut faire un anime et tout, et le lendemain il propose ça au parti, et le parti dit c'est une super, voilà, j'ai tout cassé, c'est une super idée. Et donc du coup il m'appelle en me disant c'est bon, tu fais la campagne
campagne, mais comme tu as eu l'idée, tu la réalises. Et là, j'ai fait, oh là là, faut que je monte une boîte et tout ça. Panique à bord. Et donc, du coup, alors qu'on s'était bien pris la tête pour trouver le nom de la première boîte, la deuxième boîte, je fais aller, donc avec mon associé qui est resté, finalement longtemps dans la boîte, mais qui a pris part un peu de temps. Et elle avait fait les Beaux-Arts et elle avait créé un principe de Youminence. Voilà, j'ai jamais compris ce que c'était. Et donc elle m'a dit, moi j'adorais qu'on appelle la boîte Yumi Production. Je dis super, t'as vérifié que ça n'existe pas? Elle me dit non et tout, on y va. Et en fait, à la veille de la signature, je vérifie. En fait, il y avait production de documentaires et de courts-métrages dans le 12e à Paris. En plus, tu vois, c'était pas. Et donc on a pris le Verlan. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc c'est une super histoire, tu vois. Non, mais en fait, il y a à la fois la culture Verlan, à la fois la culture Yumi, la Luminance. Ouais, alors ça, je sais pas ce que c'est, me demande pas ce que c'est. Et alors, du coup, quand en 2015, Pierre rentre dans la boîte, il connaissait l'histoire parce qu'on se connaissait d'avant, et il me dit, elle est quand même pourrie ton histoire, ça prend du temps, tout le monde s'en fout. Donc, il allait faire ses petites recherches. Et il revient vers moi un jour en me disant, bon alors, j'ai tapé un peu des trucs et tout sur internet, et alors je sais plus dans quel sens, t'étais tombé sur, en japonais, you voulait dire beauté, et mi, jouer, ou inversement. C'est comme ça. D'accord. Et donc du coup, il me dit, on va dire que, storytelling quoi, on va dire, jouer avec la beauté. Et j'ai pas du tout assumé. J'ai dit, oh, ça marche pas. Et on s'est dit qu'on allait garder l'histoire pour la vraie story. Mais la vérité, tu vois, dans un contexte de fake news, tu as la vérité. La vérité, l'authenticité. Mais in fine, ce que tu dis est juste, c'est-à-dire que le nom marche bien parce qu'il est international, il fonctionne avec tout le monde et il se retient. Donc, tout à fait. On est très content. Mais il se retient parce que tu es dans l'animation et parce qu'on commence à avoir produit des choses. Mais je peux te dire que quand tu l'épelles au téléphone, t'es obligé de dire M de Marie, I de Isabelle, Y de Yvette et U de Ursule, parce que personne n'arrive à l'écrire. Donc mais je peux te garantir que dans l'industrie, tout le monde vous connaît. Donc, voilà, donc on arrive à l'écrire maintenant, mais c'est vrai que ça a été vraiment la découverte quand on a commencé à bosser à l'Inter. On s'est dit, finalement, ça marche bien. Alors que moi, j'étais hyper jaloux. Je me disais, parce qu'au début, on vraiment signé le contrat. Je me suis dit, bon, si c'est comme la première boîte, de toute façon, on la ferme dans 6 mois. Ouais. Donc, je vais pas me prendre la tête sur le nom. Et après, je dis, putain, Miyu, et je regardais les boîtes des copains, et je suis bien content, c'est classe, autour de minuit, des trucs un peu. Et moi, je disais, Miyu, ça fait un peu nom de restaurant chinois, japonais tenu par des Chinois, quoi. Et en fait, au final, vous êtes installé. Il y a même une patte Miyu en quelque sorte. Maintenant, j'y tiens. Tu vois, alors qu'au départ, j'y tenais pas forcément. J'étais un peu genre, bon, est-ce que c'était. Il y a un style Miyu. Est-ce qu'on pourrait dire que le style Miyu, c'est un peu aussi aller chercher à faire des films de festival? Je sais pas si. Alors, chercher sûrement pas, parce que. Non, mais il s'avère que beaucoup des courts-métrages ou longs-métrages que vous produisez ont des belles vies à chaque fois dans les festivals, que ce soit le Festival d'Annecy, Cannes. Donc, est-ce que c'est parce que vous vous attachez à la vision des artistes que ça produit ça, ou est-ce qu'il y a aussi une recherche de dire mais nous on veut faire des trucs très distingués au point où ça va faire... Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Musique qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Citrus Software qui édite le logiciel d'animation en 3D temps réel Tangerine et le logiciel de gestion de production Yuzu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur citrussoftware.com. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. C'est tellement long de produire, de réaliser, ça va de soi, mais de produire aussi, c'est hyper long. Je crois pas trop, on peut avoir un feeling en disant ça, ce film il a une grande force, il peut aller à Cannes, à Annecy, certes, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va le produire. On va le produire parce qu'on va avoir une envie profonde de l'accompagner. Il y a que ça, quoi. Donc, et après, je dirais que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur notre vision de production, le fait d'avoir envie de porter des visions artistiques fortes d'un côté, de repousser les frontières de l'animation toujours autant qu'on peut, ça fait beaucoup écho à ce que veulent porter beaucoup de festivals. Oui. Et en fait, c'est pas une volonté de notre part, mais je pense que c'est pas totalement un hasard parce que ce sont des choses que cherchent les festivals, mais c'est pas tous les festivals. Donc ça revêt quoi aujourd'hui, vu le creux de la vague que vit l'industrie en général, les bouleversements qui sont apportés par les technologies, etc. Traverser cette période-là, pour des dirigeants d'une société de production d'animation, ça revêt quoi en fait? Est-ce qu'il y a des challenges particuliers auxquels vous n'étiez pas attendus jusqu'à présent? Forcément, un questionnement plus intense, une forme d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir naturel. En tant qu'entrepreneur,
on a la responsabilité de salariés qui sont avec nous, intermittents, permanents, d'artistes qui nous suivent. Donc évidemment, on a à cœur de tenir et de toujours continuer à produire et à faire avancer l'entreprise. Donc effectivement, la conjoncture qui est difficile, c'est toujours une source d'un peu d'inquiétude. Donc on regarde le futur en se disant que peut-être ça va aller mieux demain, rebond et on tout, espère. ouais. Mais après, dans la façon dont on va gérer, nous, les projets, je dirais que ça ne change pas grand-chose, parce qu'on ne va pas adapter les œuvres. On est dans une industrie qui a du mal à réagir très vite, parce que les produits sont très très longs à produire. Donc infléchir sa ligne, c'est souvent une très mauvaise idée. En tout cas, c'est notre conviction. Ouais. Donc, en tout cas, nous, on n'infléchit pas ça. Et donc, effectivement, on a le nez un peu collé. Des fois, on se met peut-être un petit peu plus de pression en se disant est-ce qu'on adapte nos plannings, est-ce qu'on essaye de faire bouger, mais on a une marge de manœuvre qui est finalement assez fine. Ouais. Assez fine, voilà. Donc, c'est une attention un peu de tous les jours, beaucoup d'énergie, mais finalement, des choses qui ne sont pas si différentes d'il y a quelques années, quoi. Par rapport à la question du contexte, comme tu l'as pu le noter précédemment, on est plutôt divers dans nos productions. C'est-à-dire qu'on produit de la série, du long métrage, du court métrage. Ouais. Donc on est moins ultra dépendant de certains diffuseurs. Et ça permet à la fois, c'est clair, d'avoir un modèle complexe à tenir, parce que voilà, on produit des œuvres qui ne sont pas forcément évidentes et qui sont très différentes, que ce soit dans leur pipeline de fabrication ou de financement. Ouais. Mais à la fois aussi d'une certaine manière de garder de l'agilité, parce que du coup on travaille pas dépendant d'un axe en particulier ou d'une verticale ou de commanditaire. Et puis on a du coup construit année après année un outil de production, une structure d'entreprise qui permet aussi de se diversifier, y compris là récemment on a ouvert une structure en Belgique. Félicitations, à Bruxelles même. À Bruxelles, tout à cool. fait. Donc maintenant, ce qui nous permet aussi d'activer des coproductions internationales plus facilement, plus directement, et de pouvoir faire varier les équations dans nos modes de financement un peu plus fortement. Donc on joue beaucoup des coudes, on essaye d'être toujours inventif dans les ressources à aller chercher, pour justement éviter que si tel ou tel fonds, telle ou telle ressource habituelle vient à manquer ou à changer, on soit trop dans l'embarras. Donc on essaie d'être plus agile et d'être toujours attentif, à trouver de nouveaux modèles et d'arriver à produire les œuvres quoi qu'il en soit. Ça fait partie de la palette de compétences d'un producteur en animation, c'est jouer un petit peu avec à la fois les aides, les soutiens, mais aussi finalement les compétences partagées entre les pays, quoi, pour réussir à aller faire en sorte qu'une œuvre existe, quoi. Et je vois que c'est un savoir-faire à développer en quelque sorte. C'est pas tout à fait évident. Oui, non, il y a des pièges, il y a une grosse complexité, beaucoup de paramètres, mais en même temps, les infos sont là, il faut s'y atteler et être ouvert dans les solutions qu'on peut chercher, mais voilà, il n'y a rien de caché, entre guillemets. Il y a pas mal d'acteurs qui sont là pour donner les infos. En général, les fonds nationaux, tout le monde est plutôt en soutien. Quand on va au CNC, tout le monde répond aux questions. C'est quand même plutôt... on est dans des industries qui sont quand même un peu bichonnées, entre guillemets, où les gens font attention, où il y a une forme d'attention qui est portée à ce qu'on fait. Et donc, on trouve du relais, du soutien. Donc après, c'est beaucoup d'énergie à déployer, mais on peut trouver des choses. Oui, on aime ça. J'ai effectivement eu la chance de voir quelques images de Ogress, j'en ai parlé tout à l'heure, qui m'a vraiment subjugué. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus, en tout cas sur la rencontre avec l'artiste elle-même et puis Alors elles sont deux. C'est ça. C'est Cécile McLaurin-Salvant et Lia Bertels. Pour l'historique, en fait, au départ, j'ai rencontré Lia à Annecy et en fait, elle m'a parlé de ce projet. On s'est organisé deux visios derrière. Le projet était très tôt. Très embryonnaire. Donc voilà, elle me disait, j'ai été contacté par Cécile McLaurin-Salvant, qui donc est une chanteuse de jazz qui doit avoir 35 ans aujourd'hui, 3 Grammy Awards de
le meilleur album jazz vocal. Voilà, elle me dit très vite, elle m'a contacté, elle veut faire un film d'animation, c'est une comédie musicale. Et il y avait très peu d'éléments à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est celui par le pitch, en tout cas. Oui, par contre, là, il y a avancer et tenez au courant, quoi. Et en fait, le avancer et tenez au courant, ça a duré 2-3 ans, je crois. Ah oui. Et 3 ans après, l'IA est revenu en disant, bah voilà, on a une animatique. Quand même. Ah non, mais... quand même. Il s'était passé 2 ans. C'était ça. Et du coup, gros coup de cœur sur le travail qui était proposé, sur les 2 cinéastes qui sont à la fois ultra talentueuses et très complémentaires. Puis c'est des feelings, tu sens que tu as envie de passer du temps avec ces personnes et à faire éclore ce projet qui, là aussi, sur le papier, n'est pas évident. Mais normalement, là, si tout va bien, on attend des réponses encore de certains fonds. On espère rentrer en production d'ici la fin de l'année. Je vous le souhaite parce que faudrait pas louper ça. Pour celles de ceux qui connaissent pas, c'est un film qui est au départ adapté d'une comédie musicale que Cécile a écrit et interprété et joué un peu partout dans le monde avant le Covid. Et elle a eu très vite l'envie d'en faire un film d'animation. Cécile, elle est multitalent, donc elle est aussi plasticienne. Elle est vraiment étonnante. Artiste complète, ouais. Et donc voilà, elle a cherché sur Internet. On lui a parlé de quelqu'un qui s'appelle Lia Bertels, qui est donc une cinéaste belge absolument géniale. Il faut absolument aller voir ses courts-métrages, dont Nuit chérie, qui a été un gros succès. Et donc le film a la particularité d'être totalement chanté, et totalement chanté que par Cécile. Donc tout le long, on n'entend qu'une voix, c'est celle de Cécile. Ouais. Et donc voilà, c'est de là la complexité aussi de porter un projet comme celui-ci. Ouais, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir et que le public rencontrera ces pattes-là à la fois dans la voix et dans le style, parce que ça vaut vraiment le détour. Clairement. Est-ce qu'il y a des inspirations que vous avez, vous, de votre côté, que ça peut être des films en général de live action ou d'animation? Non, mais quand même, toi, t'es collectionneur d'art en termes d'influence et de... Ah oui, non, mais ça, c'est des influences. Oui, non, mais quand je dis je suis mauvais, c'est je suis mauvais pour donner des titres. Oui, non, parce qu'en fait, là, je parle en mon nom, mais... je suis curieux de plein de trucs, et donc du coup je regarde plein de trucs, je lis plein de trucs, je vois plein de films, et c'est vrai que dans les fils des conversations je peux toujours dire ce film je l'adore et tout, mais quand on me pose le fameux questionnaire de Proust, c'est une catastrophe pour moi. Si t'étais mais tu collectionnes quoi, du coup? Je suis assez fan d'œuvres. D'accord. D'œuvres peinture ou autre? Ouais. Ça peut dépendre du coup de cœur, là aussi. C'est assez éclectique. Ouais. Mais non, après, oui, effectivement, dans les grandes lignes, on peut se dire, je laisserai Pierre répondre sur sa partie que je connais sa réponse. Mais voilà, on a des influences, je peux te parler de mes influences un peu générales. Tu vois. Effectivement, l'art contemporain, l'art plastique, la littérature, qu'elle soit romancée ou dessinée, et le cinéma. Ce que moi, en tout cas, j'ai trouvé dans l'animation, c'est un petit peu le croisement de toutes ces influences. C'est-à-dire un endroit où on peut à la fois parler de cinéma, on peut parler d'écriture, on peut parler d'écriture graphique, visuelle, on peut parler de mise en scène, de musique. J'ai l'impression que c'est vraiment ces techniques permettent d'assouvir pas mal de ces rencontres de toutes ces influences. Mais je te rejoins totalement là-dessus. C'est quelque chose d'assez difficile à décrire, mais moi c'est ce qui me plaît dans l'animation, quoi. C'est ce sorte de condensé de plein de techniques différentes, très artistiques les unes les autres, mais qui me satisfont beaucoup, quoi. Qui ont une influence directe sur la narration, et c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que je ne vais pas dénigrer La prise de vue réelle, que j'adore d'ailleurs. Ouais. Je suis un très grand spectateur aussi de films de prise de vue réelle. Je dis ça parce que tu vas à Cannes. Non, pas du tout. Non, mais c'est marrant parce que quand tu demandes, on a une problématique de masse d'œuvres, notamment sur l'animation adulte, ce qui fait que la plupart de nos collègues, si on va à Annecy et qu'on parle des derniers films qu'on a vus, on va parler tous de films de prise de vue réelle, tu vois. Finalement, on en regarde plus, on en consomme plus que de l'animation, et pas pour des questions de choix, c'est une question aussi de proportion d'offres. Quoi. On a compris que c'était aussi ce mélange artistique. Et toi, de ton côté, Pierre? Moi, il y a assez classiquement, je pense, mais j'en sais rien, en tout cas assez directement, un grand fan de BD de très longue date. Et puis après, je suis venu à l'animation progressivement. Quelle BD en particulier? Énormément de choses très très différentes, de romans graphiques, de mangas, de BD franco-belge très classiques,
de BD américaine même. Donc je suis très très varié dans mes Il y a choix. un essor du roman graphique incroyable là, Oui, ces derniers oui, temps. ouais, Ça, après, c'est la grande question de la définition. Est-ce du que c'est un roman graphique? Ouais, c'est vrai, c'est un vrai. roman graphique Par moment, c'est limite, ouais. Je suis assez d'accord. Est-ce que c'est un terme qui permet aux gens qui lisent pas de la bande dessinée d'en lire? C'est une très bonne C'est ça. En tout cas, ouais, voilà, assez naturellement, quand je me suis mis à la production, j'ai eu envie de passer à l'animation parce qu'il y avait un lien assez direct dans l'idée d'animer, de faire vivre un assez grand nombre de styles graphiques aussi différents et de les mettre en mouvement, quoi. On comprendra que le maître mot, c'est bien la diversité. Ouais, clairement. Vous êtes combien aujourd'hui au studio On est une quinzaine C'est ça. de permanents et Ouais. après les intermittents. Bien sûr, qui, dès que- voilà, en fonction des projets qui peuvent aller On a une équipe. on va dire, Ouais, vous avez une équipe géniale. Bah, c'est bien déjà se dire que l'équipe que vous avez autour de vous est à votre image et ça fait plaisir. Là, si je vais dans vos bureaux à Paris, je peux aussi me mettre à animer. Il y a... On a 4 studios. C'est ça. Et On peut du animer coup, dans les 4. dans les 4, on peut animer. Ça, c'est bon à savoir pour tous les artistes qui nous écoutent. Pas juste des boîtes aux lettres. Non, ouais, on a donc des studios à Paris, à Valence et à Angoulême en France, Ouais. et un studio à Bruxelles maintenant, et avec un studio à Paris où il y a environ 80 postes de travail, et dans les 3 autres studios à Valence, Angoulême et Bruxelles, environ une vingtaine de postes. Ok. J'ai une question un peu plus sur la prospective. Si vous devez imaginer votre studio dans 5 ans, Miu, ce serait quoi la plus grande fierté Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Ah bah je pense qu'il y a un truc sur lequel on est en train de bosser depuis un certain nombre de temps Ah, et qui est déjà en train de s'accomplir, mais qui dans 5 ans on espère sera plus mature, on va dire. C'est tout le travail qu'on fait avec le Japon. On a commencé à développer il y a 5 ans, je dirais, à peu près. Ouais, à peu près. 5 ans, des liens avec le Japon. C'est parti d'un constat que beaucoup de cinéastes, notamment à RSC, de courts-métrages indépendants japonais, disparaissaient de nos radars. ouais. On voyait un film en festival, puis on les voyait, on voyait plus d'œuvres venir de plus de, De leur production part, quoi. de leur Ouais. part. Et en parlant avec Nobu Akidoi, qui est grâce au Festival d'Annecy, puisque c'est là qu'on l'a rencontré, Ouais. on a compris que c'était clairement une question de soutien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien à la création au Japon. La production japonaise est très en lien avec le marché et le marché domestique. Ouais. Et donc du coup, ces cinéastes faisaient un film de fin d'études, allaient autoproduire un premier film, et puis derrière... Et ils trouvaient peu de soutien, de financement, ouais. Ils devenaient Obligés d'aller soit manger. réel de pub, soit technicienne, D'accord. soit passer au long, quand même, il y en a certains. Et on a décidé de créer un pont de coproduction entre la France et le Japon pour permettre à ces cinéastes qu'on avait identifiés de faire des films dans des bonnes conditions, en étant payés. Et donc on a fait comme ça un certain nombre. Aujourd'hui on doit être à 8 courts-métrages qui ont eu des belles carrières, des Trop sélections bien. à Cannes, des films primés. On a eu un ours d'argent à Berlin, à la Berlinale de cette Magnifique. année, avec le dernier film de Yoriko Mizushiri. D'une manière générale, je parlais tout à l'heure de diversité. Il y a aussi un truc très militant dans ce qu'on fait, quoi. Comme encore une fois, on est beaucoup, hein. On est Ouais. très militant dans l'anime. Donc voilà, c'est une volonté de se dire tiens, on a un endroit où on peut aider aussi la création à exister dans un endroit qui nous fascine, qui est le Japon, qui est fascinant à plein d'égards, et notamment par sa création à la fois graphique et animée. Et du coup, Créer ce pont, le renforcer, ça c'est vraiment... ça s'est renforcé avec Anzusha Fantôme, parce que Yoko Ah ouais, Kuno, super ça, voilà, Anzu, parce que- on n'en a pas parlé, mais effectivement, ça c'est incroyable, hein, c'est moi un j'ai long adoré. métrage Hein. qu'on a sorti l'année dernière, qui était en sélection à Cannes Ouais. et à Annecy. Et du coup, qui est né par ça, puisque Yoko Kuno, moi j'avais découvert son court-métrage il y a des années, j'avais adoré, qui s'appelle Erimi, je vous invite à aller, il est sur internet. Et du coup on l'a rencontré grâce à Nobuaki, puisque j'étais au jury du New Shitozi Airport Festival au Japon, où j'ai Wow. pu la rencontrer. On s'est dit on fait un court, et puis derrière elle nous a vite dit en fait j'ai un long aussi que je co-réalise et on n'arrive pas à le monter, est-ce que ça vous intéresse? C'était Anzu, on l'a lu, on a adoré. Je vais la faire vite parce que c'est une aventure assez longue. Ouais. On s'est retrouvé à coproduire du coup avec Shin Animation, qui est quand même un studio très important au Japon, Ouais. notamment producteur de Doraemon et Crayon Shinchan, qui sont Incroyable. des grosses licences. Et du coup, c'était le premier long métrage qu'on a coproduit. Et aujourd'hui, on est en production de 3 autres longs métrages, Waouh, ok. dont le dernier film de Masaki Yuasa, qui sera présenté en WIP à Annecy.
Excellent. Donc Voilà. ça, c'est une belle, Et belle là, trajectoire. aujourd'hui, pour- on peut pas parler des projets directement, mais on est en train de poursuivre la collaboration avec notamment des achats de droits d'un côté, directement au Ouais. Japon, D'adaptation, aussi du coup. d'adaptation portée en France, mais aussi de l'autre côté, l'idée de pouvoir mettre en place un modèle de coproduction aussi sur des séries. Pour expliquer très rapidement, il y a une problématique de coproduction entre la France et le Japon, et entre la France et les États-Unis aussi d'ailleurs, D'accord. ce qui est c'est les 3 pays les plus importants. Je ne connais pas cette d'animation. problématique. C'est qu'il n'y a pas de mini-traité. Le traité de coproduction, il permet à un film d'être reconnu comme officiellement venant des deux pays. Donc, si le traité France-Canada, par exemple, permet à des coproductions franco-canadiennes de se monter et d'avoir des films qui sont reconnus officiellement comme français et canadiens. D'accord. De nationalité, quoi. en De fait. nationalité, voilà. Et donc de faire en sorte que les talents artistiques, les compétences qui sont mises en œuvre dans chaque pays compte, entre guillemets, comme si elle était du pays d'origine. D'accord. Donc ça permet à des Canadiens de bosser sur un film français et de compter comme s'ils étaient français D'accord. au titre des aides du CNC, des aides, voilà. D'accord. Et de la qualification du film comme film français, comme film européen. Ok. Et donc, quand il n'y a pas ça, eh ben, les coproductions ne peuvent pas être qualifiées d'officielles. D'accord. Et donc, on ne peut pas aller chercher la plupart des financements, alors que quel que soit le pays, qu'il soit canadien ou français, ouais, mais quand on n'est pas reconnu comme une production européenne, on ne peut pas aller chercher l'aide du CNC. Ou de toutes petites aides, les aides au cinéma du monde, par exemple, qui sont encore ouvertes, mais très très peu, et la plupart des aides ne sont pas ouvertes. Donc, Et en donc fait, pour ça ça, il freine faut énormément la Ils font production. une signature bilatérale entre les pays qui stipule, voilà, ce film étant coproduit par 2 sociétés sur chaque pays, a les 2 nationalités. Et c'est toujours pas le cas entre le Japon parce et... que en fait, la problématique, c'est que du coup, quand tu es dans une coproduction sans traité, tu es obligé de respecter la grille européenne qui demande beaucoup. Enfin, qui demande beaucoup. C'est pas un jugement de valeur, mais qui demande pas mal de postes artistiques. Et quand tu arrives dans des cas de coproduction minoritaires où déjà il y a un cinéaste japonais, il y a un scénario qui existe, il y a déjà tout un développement qui a été fait, c'est impossible de cocher ces cases. Or, ce traité, il n'est pas signé et il ne sera pas signé, je pense, avant un bon moment, notamment parce que le Japon n'est pas signataire des accords de l'UNESCO et que l'Europe demande comme oui, d'accord, obligation. ça remonte parce que- encore plus haut, là. tu vois, Oula. Ouais, c'est des problématiques c'est des diplomatiques. grosses Ah, problématiques. ok, C'est des d'accord. grosses problématiques. Et, Donc du coup, nous, on essaye de jongler là-dedans pour trouver les bons moyens et actionner les bonnes façons de faire exister une collaboration entre 2 pays qui, comme on le sait, sont très importants dans l'animation. Bah, clairement, quand ce goût prononcé pour l'animation l'un et l'autre, donc ça aurait du sens. Bah, en tout cas, vous tracez le chemin, j'espère que ça donnera un jour quelque chose. Et puis bravo pour ce premier long métrage, parce que franchement, moi ça m'a étonné, quoi. Je trouvais ça super. Ok, je vois où Miyu va avec. Et puis finalement, vous avez le passeport avec le nom aussi, Miyu, qui finalement pas fonctionné dans ce... Qui veut dire jouer avec la beauté, comme tout le monde le sait. Bon, ben merci à tous les deux d'être venus sur Anima Show. C'était vraiment un plaisir. Un plaisir partagé. On vous souhaite le meilleur avec toutes Merci. ces productions. Et puis, j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Ça marche, merci. Merci.